Bonsoir, je tiens à remercier d'abord les professeurs Sabine Cordelou et Étienne Partout pour cette invitation et aussi monsieur le conseiller Dominique Hacher que je veux dans la salle pour la documentation qu'il m'a fournie en amont. Je suis très honorée et heureuse de pouvoir présenter quelques-unes de mes réflexions sur le sujet de clauses asymétriques devant le public de la salle 102. Disons presque jour pour jour, après le Cour de cassation a tranché l'affaire Rothschild du 26 septembre 2012, elle rend une nouvelle décision concernant les clauses attributives de juridiction asymétrique. Il s'agit d'une décision du 28 septembre 2022, inédite, de la première chambre civile dans le cadre du droit de l'Union. La configuration factuelle ressemble à celle dans l'affaire de Rothschild. Il s'agit d'une clause attributive de juridiction asymétrique, encore une fois dans un contrat financier et en l'espèce un contrat de crédit. Les consommateurs actifs assignent la banque, la BNP Paribas Suisse, devant le tribunal de grande instance de Grasse pour déclarer abusive la clause d'indexation du prêt. La banque soulève une exception d'incompétence en raison de la clause asymétrique désignant les juridictions suisses en cas d'action intentée par les consommateurs, ce que le tribunal rejette. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence enferme l'ordonnance et les consommateurs font l'appel. La Cour de cassation rejette le pouvoir par tous ses moyens. Cette nouvelle décision, ainsi que l'élaboration des articles consacrés aux clauses attributives de juridiction dans le cadre du projet de droit international privé, le projet de code de droit international privé, pousse à des réflexions. Mais d'abord, pour définir ce que nous entendons dire par une clause attributive de juridiction asymétrique, il est utile de commencer par un exemple, ce qui est sur la première diapositive. Donc, la clause que vous verrez sur la première diapositive est dans les termes suivants. Le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour régler toutes les litiges résultant d'où en relation avec le présent contrat. Elle est au bénéfice des seules parties financières. En conséquence, aucune partie financière ne sera empêchée d'engager une procédure relative à un litige devant tout autre tribunal compétent. Dans la mesure où la loi le permet, les parties financières peuvent engager des procédures simultanées dans un nombre quelconque de juridictions. Le type de cette clause que vous trouvez en tant qu'exemple prévoit qu'une partie doit agir devant les tribunaux d'un pays en cas de litige, en l'espèce, dans l'exemple, les tribunaux français. En revanche, l'autre partie peut agir devant ces mêmes tribunaux ou devant tout autre tribunal compétent. Parfois, comme vous verrez dans l'exemple, ce type de clause prévoit aussi explicitement que la seconde partie puisse poursuivre le premier devant des tribunaux de plusieurs pays simultanément. En quoi consiste alors ce genre de clause? Elle consiste de deux branches. La première, c'est ce qu'on dit dans le monde anglophone the anchor, donc l'ancre, qui concerne les deux parties. Et la deuxième, la branche optionnelle, qui est réservée pour une action intentée par la banque. Il faut noter que même si on réfère souvent à la banque, comme la partie qui est titulaire de l'option, les clauses asymétriques ne trouvent pas uniquement dans des contrats financiers. À noter également que les clauses asymétriques qui sont très répandues dans des contrats internationaux se présentent sous de nombreuses formes différentes. Passons
Passons maintenant au fond de notre analyse, s'agissant de la direction future des règles applicables aux clauses attributives de juridiction asymétrique en France. Nous nous interrogeons d'abord sur la nécessité d'éléments objectifs précis, puis sur la prise en compte d'un quelconque déséquilibre ensuite. Nous observons dans la jurisprudence française de la dernière décennie, concernant les clauses asymétriques dans le cadre du règlement Bruxelles I bis et de la Convention de Lugano, une préoccupation aujourd'hui constante. Cette préoccupation est la suivante: que les clauses contiennent des éléments objectifs d'identification susceptibles de fonder la compétence alternative. On rappelle que la compétence alternative signifie la branche optionnelle de la clause. Donc, seulement une partie peut en bénéficier à sa discrétion. Donc, selon cette jurisprudence aujourd'hui constante de la Cour de la cassation dans le cadre de droit de l'Union, les clauses asymétriques qui contiennent, aux yeux de la Cour de cassation, des éléments objectifs d'identification de ces autres juridictions sont efficaces. Nous pouvons évoquer 3 arrêts en particulier. Celui de la première chambre civile du 7 octobre 2015 dans l'affaire hibiscus.com contre Apple Sales International, publié au Bulletin. Celui de la Chambre commerciale du 11 mai 2017 dans l'affaire Dîmes contre Chambon, non publié au Bulletin. Et celui de la première Chambre civile du 11 juillet 2019 dans l'affaire Aquitaine Caravane, non publié au Bulletin. En revanche, les clauses qui ne contiennent pas d'éléments objectifs dans les yeux de la Cour, pour leur part, sont inefficaces. Nous pensons aux 2 arrêts. Celui de la première chambre civile concernant le ICH et Crédit Suisse du 25 mars 2015, publié au Bulletin, et dans la même affaire, celui du 7 février 2018. Et celui du première chambre civile du 3 octobre 2018 dans l'affaire de Société Saint-Joseph contre Dexia Bank, publié au Bulletin. Où placer la jurisprudence la plus récente de la première chambre de la Cour de cassation est pourtant incertain. Nous avons évoqué tout à l'heure cette jurisprudence et la clause en l'espèce était la suivante, ce que nous verrons sur la deuxième diapositive. Donc, le présent contrat de prêt est soumis au droit suisse. Tous les litiges entre les parties relatives à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat de prêt relèvent de la compétence des tribunaux de la République et canton de Genève. Les recours au tribunal fédéral étant réservés. À sa seule et entière discrétion, la banque conserve toutefois le droit express d'agir devant toute autre autorité compétente de son choix, le droit suisse restant applicable dans tous ces cas. La Cour d'appel a interprété l'expression « le droit suisse restant applicable dans tous les cas », donc la partie qu'on voit en bleu dans la diapositive, comme permettant à la banque de désigner toute autre autorité compétente d'après les prévisions du droit suisse. Donc, toute autre tribunal compétente d'après les prévisions du droit suisse. Donc, la première question pour la Cour de cassation a été si la Cour d'appel, en décidant ainsi, avait dénaturé la clause. Dénaturer une clause est, comme noté par le juge rapporteur,
et je cite, « lui donner un sens différent de son sens évident ». Selon le paragraphe 5 de la décision de la Cour de cassation, il n'avait pas de dénaturation par la Cour d'appel. Et on peut voir ce raisonnement dans la partie en gras dans la troisième diapositive. Il résultait que cette clause ne conférait pas à la banque de saisir discrétionnairement toute juridiction de son choix, mais se bornait à renvoyer aux règles de compétence de droit commun selon la loi suisse. La Cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturation, que cette stipulation contractuelle n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité, les juridictions éventuellement amenées à se saisir d'un litige étant identifiables. Je me permets de proposer une interprétation alternative de la clause que je suggère laisse penser que la Cour d'appel avait en fait dénaturé la clause. Je propose qu'il faille distinguer d'abord deux accords dans cette clause. La clause attributive des juridictions en violet et une clause d'élection de fort en bleu. Dès qu'on comprend cela, le sens du deuxième paragraphe est clair. Il veut dire que si la banque choisit effectivement de n'agir pas en Suisse, mais devant un tribunal compétent de son choix, le droit suisse applicable au fond de la litige, selon le paragraphe 1, restera applicable. Autrement dit, les références au droit suisse dans la clause signifient que dans le cas où, par exemple, la banque saisit un tribunal italien, compétent selon les règles de compétence applicables, en l'espèce la Convention de Lugano, comme les consommateurs sont domiciliés dans un État membre, le tribunal italien doit appliquer le droit suisse au fond du litige. Cela ne signifie pas qu'un tribunal italien devrait appliquer les règles de compétence de droit commun suisse pour déterminer si le tribunal italien est compétent. La référence au droit suisse n'a rien à voir avec la compétence. Il s'agit de la loi applicable au litige de fond. Certes, il est vrai que la clause n'est pas rédigée de manière parfaitement claire, malheureusement, et c'est peut-être ça qui permet d'exclure la dénaturation. Mais si on accepte en cas de dénaturation cette interprétation alternative de la clause, comment la Cour aurait-elle dû répondre à la question suivante? Est-ce que la clause identifie les juridictions éventuellement amenées à se saisir d'un litige? Et alors, est-ce que la clause correspond à l'objectif de prévisibilité? La tendance de sa jurisprudence antérieure, à laquelle j'ai fait référence, laisse penser que la Cour aurait constaté que la clause ne contenait aucun élément objectif suffisamment précis. Les mots dans la clause « toute autorité compétente » ressemblent beaucoup à la clause dans l'affaire ECH contre Crédit Suisse. Comme le juge rapporteur a noté, dans cet arrêt du 7 février 2018, la première chambre civile refuse de déroger à la compétence des juridictions françaises lorsque la clause permet à la banque d'agir devant tout autre tribunal compétent sans contenir aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions. Cette hypothèse que l'arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure est renforcée par la dernière phrase du raisonnement dans le paragraphe 7 de l'arrêt, même si la phrase est un peu difficile à concilier avec le paragraphe 5. Donc, vous avez également le paragraphe 7 sur la troisième diapositive. Donc, comme on voit en gras, la clause attributive
prévoyait par ailleurs que la banque conservait, et là je cite, donc la clause attributive prévoyait par ailleurs que la banque conservait à sa discrétion le droit d'agir devant toute autre autorité compétente de son choix, ne désignait pas de façon suffisamment précise les juridictions que celle-ci pouvait saisir en cette hypothèse. Même si c'était les consommateurs qui agissaient et non pas la banque, d'où le peu importante la référence par la Cour à l'absence de précision suffisante, laisse penser que la porte est ouverte pour invalider la clause, une telle clause, dans une constellation factuelle où c'est la banque qui agit. En d'autres termes, le fait que la Cour ait insisté dans le paragraphe 7 que la banque était fondée d'invoquer en défense l'application de cette clause liant les parties, laisse penser que dans une configuration factuelle inverse, les résultats auraient pu être différents. C'est-à-dire que si c'était la banque qui avait voulu faire appliquer de la partie optionnelle de la clause, en agissant contre les consommateurs actifs en France, selon la logique du paragraphe 7, il aurait fallu demander si la phrase « toute autre autorité compétente » constitue un élément objectif d'identification de ces autres juridictions et si la France figure parmi elles. À noter que la possibilité d'une appréciation différenciée de la clause selon l'identité de la partie demanderesse n'apparaît pas dans la jurisprudence antérieure de la Cour. Dans les arrêts que nous avons cités auparavant, où la Cour avait trouvé que les clauses asymétriques ne contenaient pas d'éléments objectifs et étaient donc inefficaces, la banque a été la partie défenderesse. Dans l'affaire la plus récente, comme on le sait, la situation étant similaire et pourtant la Cour a trouvé que la banque a été fondée à invoquer la clause. Enfin, nous pouvons donc constater que cet arrêt la plus récente représente une évolution dans le raisonnement de la Cour, dans le raisonnement constant quand même de la Cour. Est-ce que cette jurisprudence française, à la fois constante et évolutive, est conforme au droit de l'Union européenne? D'abord, il faut constater que la Cour de justice est l'arbitre ultime du droit de l'Union, comme on sait bien, et toutes les décisions françaises concernant les clauses asymétriques que l'on a évoquées tombent dans le cadre de ce dernier. On sait bien que la Cour de justice indique que le droit de l'Union, je cite, n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libelle. Donc ça, c'est la jurisprudence de Corriec. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre le différend. En d'autres termes, la question de savoir si un tribunal est compétent doit pouvoir être déterminée. La Cour a jugé dans l'affaire Correc qu'une clause attributive de juridiction aux tribunaux du pays où le transporteur a son principal établissement satisfait à cette exigence. De même, dans l'affaire de Ozic, pour une clause désignant les tribunaux de Paris. Ces affaires montrent que la Cour s'intéresse non seulement à l'aptitude d'une juridiction à laquelle la clause confère une compétence de déterminer si elle est compétente à la lumière de la clause. Elle s'intéresse également à l'aptitude des autres juridictions des États membres saisis, de déterminer si elles sont compétentes en dépit de la clause. Dans les affaires de Correc et Ozic, la juridiction qui a été saisie
et qui a formulé la question préjudicielle n'était pas la juridiction désignée par la clause attribuée. Cela suggère que l'exigence de déterminabilité s'attache à la clause dans son ensemble et pas seulement à la partie de la clause qui attribue la compétence à une ou plusieurs États membres. En d'autres termes, toute juridiction dont la compétence est prorogée ou préservée par la clause doit être identifiable pour toute juridiction d'État membre qui est saisie. Cela implique d'un côté que la Cour de cassation jusqu'à 2022 s'accordait bien avec le droit de l'Union dans la mesure où elle avait apprécié les clauses asymétriques dans leur totalité. Prenons comme exemple la décision de la première chambre civile dans l'affaire Aquitaine-Caravane. Elle concernait une clause dans les termes suivants. La compétence est attribuée exclusivement au tribunal de Passau, Allemagne. Le fournisseur est cependant en droit d'introduire une action contre le revendeur, également au tribunal compétent pour le siège social de celui-ci. La première chambre a accepté cette clause, estimant qu'il ressortait que les juridictions pouvant être saisies étaient précisément identifiées, de sorte que la clause de juridiction répondait à l'objectif de prévisibilité. Dans la logique de ce même raisonnement, une clause qui donne au titulaire de l'option le droit de se référer à d'autres cours compétentes, conformément aux règles de procédure légale, serait également suffisamment précise. La branche optionnelle de la clause dans l'affaire de Dîmes était dans ces termes. La Cour d'appel avait décidé que la clause n'était pas suffisamment précise, une décision que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a ensuite annulée. Bien que ce faisant, la Cour n'ait pas fait expressément référence à l'exigence de précision du contenu, certaines commentatrices indiquent qu'il s'agissait d'un élément central de l'analyse du rapporteur qui a conduit à la décision de la Cour. De l'autre côté, nous trouvons un désaccord possible entre le raisonnement de la Cour de cassation et le droit de l'Union sur ce qui constitue un élément objectif. Comme nous avons déjà vu dans l'affaire de ICH contre Crédit Suisse, la première chambre civile refuse de déroger à la compétence des juridictions françaises lorsque la clause permet à la banque d'agir devant tout autre tribunal compétent sans aucun élément objectif d'identification de ces juridictions. Lorsque la Cour a été saisie pour la deuxième fois de cette affaire, elle a maintenu sa position. De plus, nous avons déjà constaté que la décision de la première chambre civile, la plus récente, s'inscrit peut-être dans la continuité de la jurisprudence. On ne voit pas, comme nombre d'autres personnes de la doctrine, pourquoi le critère « toute juridiction compétente » n'est pas un facteur objectif ou pourquoi il est insuffisamment précis. Bien que la branche optionnelle d'une clause asymétrique n'attribue pas de compétence, elle fournit un critère permettant à toute juridiction saisie de déterminer si elle est l'une des juridictions devant lesquelles les parties ont envisagé que le titre de l'option puisse agir. Lorsque le non-titulaire de l'option, donc le client dans une situation de prêt, est domicilié dans un État tiers et cette personne est poursuivie, cet aspect de la clause signifierait tous les tribunaux des États membres de l'Union européenne et des États parties de Lugano qui sont compétents en vertu de leurs règles de compétence nationale
et tous les autres tribunaux du monde qui sont compétents en vertu de leurs propres règles de droit international privé. Lorsque un non-titulaire d'option domicilié dans l'Union est poursuivi, tout tribunal compétent doit signifier tout tribunal hors de l'Union européenne est compétent en vertu de ses propres règles de droit international privé, ou tout tribunal d'un État membre de l'Union ou d'un État partie de Lugano qui a une compétence générale ou spéciale en vertu de la Convention de Lugano de 2017. Donc, c'est-à-dire que la phrase « toute juridiction compétente » réfère aux règles de droit international privé qui s'appliquent normalement. Ce que nous ne voyons pas explicitement dans la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation concernant les clauses asymétriques est la notion du déséquilibre auquel elle avait fait référence dans sa jurisprudence plus ancienne. Pourtant, c'est la notion du déséquilibre qui s'impose comme la limite de l'efficacité d'une clause asymétrique selon le projet de code de droit international privé français. Passons maintenant à ces questions. La pertinence d'un déséquilibre dans le cadre du droit de l'Union en première et celle du projet de code en seconde. Jusqu'à l'arrêt la plus récente de la Cour de cassation, on aurait pu constater la chose suivante. Derrière la préoccupation de la première chambre civile, selon laquelle certaines clauses asymétriques sont imprévisibles pour une partie, se cache peut-être la préoccupation selon laquelle cette partie n'a pas véritablement accepté cette imprévisibilité à cause d'un déséquilibre entre les parties. Le premier arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire de ICH contre Crédit Suisse, en particulier, laisse penser que c'est bien le cas. Dans cette affaire, la Cour a estimé que de telles clauses qui laissent à une partie une plus grande latitude pour choisir le loi du fond du litige et qui ne précisent pas les éléments objectifs sur lesquels ce choix doit se fonder, créent un déséquilibre entre les parties et sont contraires aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique de la Convention de Lugano. Les mots « éléments objectifs » font clairement référence à l'exigence de la Cour de justice dont nous avons regardé dans notre première partie. La justification de l'utilisation par la Cour du terme « déséquilibre » est pourtant plus opaque. Il est peu probable que le déséquilibre puisse être lié à une sorte d'exigence implicite de la notion considérée comme autonome par la Cour de justice d'une convention attributive de juridiction en droit de l'Union. De plus, dans le cadre de la Convention de Lugano, qui ne soumet pas la validité d'une clause quant au fond à la loi du fort élu, il est peu probable que le déséquilibre puisse porter sur une norme impérative du droit suisse, le pays du fort en l'espèce, qui affecte la validité matérielle de la Cour. Bien entendu, le droit français semble hostile aux clauses créant un déséquilibre excessif entre les parties, même commerciales, ce qu'on voit déjà dans l'affaire Chronopost, décision de la Chambre commerciale du 22 octobre, là je ne peux pas dire en français, 1998. Aujourd'hui, l'article 1170 du Code civil est venu consacrer cette jurisprudence. Il est pourtant difficile d'imaginer comment le droit français sur le sujet d'un déséquilibre significatif ou excessif aurait pu, selon le droit de l'Union, intervenir dans le cadre d'une clause attributive réglée par la Convention de Lugano.
Les obstacles sont peut-être moindres dans le cadre du règlement Bruxelles 1 bis. Comme la Cour d'appel anglaise a noté récemment dans l'arrêt de Etihad contre Flutter, parce que, et je cite, l'article 25, paragraphe 1, exclut lui-même de son champ d'application toute clause attributive de juridiction qui est entachée de nullité quant au fond en vertu du droit de l'État membre concerné, il reste ouvert à un État membre qui est radicalement opposé aux clauses asymétriques pour des raisons de politique générale de considérer ces accords comme nuls en vertu de son droit national. Fin citation. À noter enfin que la Cour de cassation semblait avoir eu une plus grande préoccupation pour imprévisibilité et les déséquilibres générés par les clauses asymétriques dans certains genres de contrats que dans d'autres. L'arrêt de septembre 2022 à part, les 4 arrêts dans lesquels les clauses asymétriques ont été annulées récemment, donc dans les derniers 10 ans, concernaient les contrats financiers. Ce fait pourrait suggérer que le problème peut se situer au niveau des clauses asymétriques dans des contrats financiers où il y a souvent un déséquilibre économique. Cela figure peut-être parmi les raisons pour lesquelles on voit dans le projet de Code du droit international privé de mars 2022 une règle matérielle sur le sujet, même si le projet s'adresse aux clauses réglées par le droit commun et non pas par le droit de l'Union. Comme l'explique le rapport du groupe de travail, le projet admet les clauses asymétriques, mais avec une réserve liée à l'abus de dépendance économique. Article 26 prévoit qu'une clause attributive de juridiction peut être stipulée au profit d'une seule partie ou offrir une option asymétrique sous réserve de l'exploitation abusive d'un déséquilibre économique. Nous observons également dans le projet une règle qui trouverait peut-être plus souvent à s'appliquer pour les clauses asymétriques que pour d'autres genres de clauses de lection fort. Et il s'agit de l'article 29 qui contient également une règle matérielle. Elle prévoit que la circonstance que le litige met en jeu des lois de police françaises ne prive pas la clause de son efficacité, sous réserve que cette clause ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. On pourrait imaginer, par exemple, que cette réserve permettrait de faire jouer l'article L 442-1 I-2, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, du Code de commerce. Cet article vise à engager la responsabilité de son auteur de soumettre ou de tenter l'autre partie de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 8 juillet 2020, dans l'affaire Expedia, que cette disposition est une loi de police. Bien que la doctrine n'ait récemment conclu que l'invocation de cet article a peu de chances d'aboutir dans de nombreux cas, on peut s'entendre un débat entre les parties au moment de la saisine si l'article 29 est finalement adopté dans le cadre du Code. Un problème immédiat avec les articles 26 et 29 que nous voyons est qu'ils risquent d'être invoqués à des fins tactiques par une partie dès que l'autre agit.
Cette risque existe même si la première partie n'a souffert ni de l'exploitation abusive, ni d'un déséquilibre économique. Par conséquent, elle risque d'encourager les procédures parallèles, un problème qui a été déjà noté lors du débat du comité français de DEP suivant la communication de Dominique Fussard publiée dans les travaux de 2018 à 2020. Comme un membre du comité l'a noté, et je cite, « Une décision française qui déciderait d'affirmer sa compétence à l'encontre d'une clause attributive de juridiction n'aura pas d'effet dans le fort élu qui pourrait au contraire maintenir le sien. » Fin de citation. Les articles 26 et 29 engendrent donc au-delà un risque de conflit de décision. Dans la perspective de certains pays anglophones, notamment en Angleterre, Singapour et l'Australie, cela serait bien le cas. Prenons à titre d'exemple la législation anglaise qui s'applique au stade de la compétence indirecte dans une telle circonstance. Il s'agit du Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, section 32, paragraphe 1a. Selon cette disposition, un tribunal anglais devrait refuser la reconnaissance et l'exécution d'un tel jugement français, sauf si la clause attributive de juridiction était illégale, nulle ou inapplicable, ou ne peut pas raisonnable être mise en œuvre, en vertu de la loi applicable de la clause. Selon les règles de droit international privé anglaise, la loi applicable à la clause est celui explicitement choisi dans le contrat, sauf si un choix de loi explicite pour la clause attributive de juridiction soi-même. À défaut de quelconque choix, la loi avec laquelle la clause attributive de juridiction présente les liens les plus étroits sera la loi applicable. Cette loi, à la suite de l'affaire récente Enka de la Cour suprême du Royaume-Uni, peut désormais être la loi du juge élu plutôt que la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits. Mais dans toutes les conciliations, ça ne serait pas la loi française. Il faut noter à cet égard que toute décision du tribunal français sur la validité ou l'efficacité de la clause n'aura pas l'effet de res judicata dans le procès anglais. Même si le défendeur avait comparu devant le tribunal français, le juge anglais a une discrétion de ne pas reconnaître la décision française rendue à l'encontre de la clause attributive de juridiction. On pourrait croire que la Convention de La Haye de 2005 sur les clauses d'élection forte réduira le nombre de situations où une telle configuration pourrait exister. Ça serait bien le cas pour les clauses attributives de juridiction exclusive, qui désignent une cour singapourienne ou anglaise et qui ne tombent pas dans les exclusions assez nombreuses du champ d'application de la Convention. Mais une telle réduction n'existerait pas pour les clauses asymétriques qui, a priori et dans la forme présente, sont exclues de la Convention de La Haye. Pour conclure, les controverses concernant les clauses asymétriques qui persistent en France montrent qu'elles continuent de soulever les questions délicates dans la pratique. Le résultat de l'arrêt du septembre 2022 peut laisser penser que nous disposons désormais d'une certaine clarité dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas annulé la clause en l'espèce. De même, le rapport sur le projet de code de DEP antérieur à cette décision remarque que la jurisprudence a été clarifiée récemment et le texte fait sienne ces clarifications auxquelles tiennent les praticiens.
Mais surtout l'arrêt de septembre 2022 laisse ouverte la possibilité que la Cour de cassation annulerait n'importe quelle clause asymétrique qui permet au titulaire de l'option d'agir devant toute autre juridiction compétente lorsque celui-ci est la partie demanderesse. Comme cette formulation se présente dans le contrat type de la London Market Association, les clauses asymétriques utilisant ces termes sont vraiment partout. Dans ces circonstances et après une décennie d'incertitude, il vaut mieux, selon moi et selon d'autres auteurs, de reformuler, lorsque cela est possible, les clauses asymétriques dans les contrats internationaux. Je propose dans mon livre sur le sujet, qui sera publié en décembre, la rédaction d'une telle clause asymétrique reformulée. Elle vise à répondre d'une part aux préoccupations de la Cour de cassation concernées les clauses asymétriques qui ne contenaient pas d'éléments objectifs suffisamment précis. D'autre part, elle vise à surmonter les problèmes concernant les clauses asymétriques à l'étranger, notamment en Angleterre et en Allemagne, où les enjeux sont tout à fait différents. Outre-Manche et de l'autre côté du Rhin, il s'agit récemment de deux questions. Le premier est l'applicabilité de l'article 31, paragraphe 2, Règlement Bruxelles 1 bis, aux clauses asymétriques et les problèmes qu'il engendre quant à sa mise en œuvre. La deuxième est la possible application de la Convention de La Haye de 2005 aux clauses asymétriques. Je serai bien entendu ravie de développer ces questions durant la discussion. Merci.